Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. L'expédition franco-danoise découvre à l'extrême nord du Groenland le corps d'un homme parfaitement conservé dans la glace de la banquise. I need water. Help me, I need water. Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. We need Greenland first. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. You know Emmanuel Macron. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. I love the French accent. Emmanuel, is it a dance party with Beyoncé? Si la souveraineté d'un pays allié était touchée, les conséquences en cascade seraient inédites. You're gambling with World War III. Je leur promets le feu et la fureur. Bienvenue sur Sud Radio, nous sommes le jeudi 15 janvier 2026, la fusée La France dans tous ses états va décoller parce que Julien Delmas va nous la mettre sur orbite. Julien c'est le spécialiste, alors je sais pas si on dit en orbite ou sur orbite, et puis Emmanuel Galasso dira « Allô la Terre, est-ce que vous nous recevez ?» C'est pour ça que vous allez l'appeler au 0826 300 300. Emmanuel Galasso il a toujours les pieds sur terre et il reçoit vos appels et vous les transmettrez parce que vous serez absolument passionné par ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, ou inquiet peut-être éventuellement. Et puis la fusée, je suis aux commandes de la fusée, je m'appelle Perico Légas, commandant de bord. Hier j'étais à bord d'un vaisseau magnifique, aujourd'hui c'est la fusée, et la fusée, mais est-ce que la fusée c'est pas Maud Koffler finalement? Ah d'accord, carrément. Le missile de Sud Radio, voilà. Alors écoutez, de plus en plus de migrants veulent aller en Grande-Bretagne. Je ne dis pas que c'est vexant pour la France. Pourquoi ils veulent pas rester chez nous? C'est un paradis pourtant la France. Eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce l'effet de la politique un peu répressive que M. Retailleau a mise en place, qu'il est dû s'adresser de rester en situation irrégulière? Ou est-ce que vraiment la France n'est plus du tout attractive et ils veulent aller en Grande-Bretagne, ils veulent aller en Angleterre en franchissant la Manche? On en discutera avec Nicolas Pouvreau-Monti, qui est le directeur de l'Observatoire de l'immigration. Est-ce que le gouvernement de la République peut se maintenir uniquement sur l'idée qu'une dissolution provoquerait des élections législatives et que donc certains députés ne retrouveraient pas leur siège? Toujours est-il que les 2 motions de censure ont été rejetées et qu'effectivement, Monsieur Lecornu a dit si il y a motion de censure, il y aura dissolution, vous serez obligé de repartir. Il l'a dit avec ce ton? Non, il n'a pas dit comme ça, mais il a voulu faire peur. Il a bien dit, il a même demandé au ministre de l'Intérieur de préparer les élections législatives pour dire voilà. Et puis il y a ceux qui se sont dit mais je vais pas retrouver mon poste, donc pas de motion de censure, on reste tranquillement sur nos sièges, le cul vissé sur nos sièges. Le principal, c'est de conserver la popote. Nous aurons, alors très sérieusement, pendant 1 heure, nous recevrons Fariba Stroudi, intellectuelle, écrivain iranienne, qui est actuellement en France et avec elle nous partagerons évidemment cet émoi, ce désarroi, ce chagrin, la tragédie que vit ce peuple, et peut-être qu'on culpabilisera un petit peu. Est-ce que la France a bien été à la hauteur à chaque fois qu'elle a pu, entre nos amitiés avec le Shah d'Iran, le fait qu'on ait reçu ensuite l'ayatollah Khomeini à Naufle-le-Château? Voilà, on évoquera toute cette situation affreusement douloureuse avec elle. Alors, vous avez vu, nous allons au Groenland. Et je suis sûr que le président Trump est déjà terrorisé. Il a peut-être déjà sauté dans One Force, son avion, pour fuir parce qu'il a peur de la France, surtout si c'est le général Richoux qui prend la tête de l'escadron français qui va, le général Richoux qu'on voit souvent sur des télévisions françaises, la télévision. Voilà, Hachette revisite l'histoire en expliquant que ce sont des méchants israéliens qui sont fait tuer par des gentils palestiniens. La loi fast fashion suspendue, qui nous protège de l'invasion de ces produits d'Extrême-Orient, notamment Chine, suspendue par la Commission de Bruxelles parce que, oui, ça contrarie le libre-échange, les valeurs européennes, qui fait que on a droit à la libre circulation des marchandises et de la publicité, et les méchants Français qui veulent empêcher les gentils Chinois de nous envahir avec des produits de merde. Et puis les frères musulmans. Alors Maud nous expliquera que le parquet a retiré certains chefs d'accusation et que donc le procès de Marine Le Pen pourrait prendre une nouvelle tournure, contrairement à ce qu'on avait annoncé. Et puis cette proposition de loi du Parti républicain qui ferait que les frères musulmans seraient déclarés organisation terroriste. Je pensais que c'était déjà fait. On pensait tous. Et voilà pour le menu du jour. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Qui, de l'œuf ou de la poule, était avant? Alors, les Françaises ne pondent plus. Je ne parle pas de démographie, et même si Maud n'est pas encore mère de famille, mais je ne doute pas qu'elle repeuplera la France avec des façons patriotiques. Je ne suis pas non plus une poule. Voilà, vous n'êtes pas une poule. Et quelquefois je me prends pour un coq, c'est vrai. Non, blague à part, incroyable, pénurie d'œufs dans les grandes surfaces.
Je l'ai vérifié moi-même. Je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, il y avait pénurie de beurre. J'arrive pas à dire pénurie de beurre. Et nous avions appris ensuite que c'était l'agro-industrie alimentaire qui faisait de la rétention pour faire monter les prix et faire un peu d'inflation. C'est incroyable. Bon, là, on n'en est pas là. Il y a une forte demande de consommation d'œufs de la part de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que l'œuf, c'est un aliment pas cher qui permet de contourner la malbouffe. C'est un aliment très sain. L'œuf devrait être remboursé par la sécurité sociale. Pas n'importe lequel, ma chère Maud, oui. Julien et Emmanuel. Les œufs marqués 0,0 ou 0,1, c'est-à-dire les œufs de plein air vraiment provenant de poules qui vivent dans la nature, qui sont élevés correctement. À partir de 2 et 3, c'est souvent des œufs qui viennent de poules qui sont en batterie. On touche un peu le système industriel. Ça n'en reste pas moins des œufs, même si la poule n'a pas été forcément nourrie avec de l'herbe sur un parcours sauvage, mais avec du granulé dont le contenu est un petit peu douteux. Toujours est-il que la demande est très forte. On a vendu 15,04 milliards d'œufs en 2024 en France. Vous vous rendez compte le nombre d'omelettes que ça a pu faire et pourtant ce n'est pas assez puisque l'augmentation de la demande est de 4 à 5%. Il y a 4 à 5% d'augmentation tous les ans alors que la production n'augmente que de 1%. Donc on est obligé d'aller chercher, mais la honte, on est obligé d'aller chercher des œufs, notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne, dans des pays de... Alors, c'est le marché commun, vous allez me dire, mais quand même que la France soit en pénurie d'œufs, c'est vous dire à quel point notre agriculture est malade. Enfin, la poule, Gallia, c'était le symbole de pour les Romains, c'était le symbole de notre pays, les gallinacées. Et nous manquerions de poules en France au point de ne pas avoir assez d'œufs pour nourrir la population. C'est quand même aberrant, c'est vous dire dans quel état est l'agriculture. Alors, on nous explique, oui, mais il y a eu un coup de froid, il y a eu des intempéries, peut-être une peu plus forte demande au moment de l'année avec la tempête qui a empêché les transports, le coût des transports. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'on est dans un système économique qui voit la France manquer d'œufs. C'est un signe avant-coureur qui n'est pas rassurant du tout. Donc surtout, continuez à manger des bons œufs, des bons œufs à la coque, en omelette. On peut vous donner des recettes. Les œufs bio, bien sûr, parce qu'ils sont, même s'ils sont en 0, ils sont pas bio. En tout cas, des poules de plein air. Et puis, prions pour nos poules de France, veillons à ce qu'elles soient plus nombreuses pour nous nourrir et rappelons que c'est un aliment très sain. Il vaut mieux manger 6 œufs, 12 œufs, il vaut mieux abuser quelque part de la consommation d'œufs que de manger des fast-foods américains qui font du mal à la santé, alors que l'œuf de la poule de France fait du bien à la patrie. Vive la France, vive les poules, vive les œufs de France. Et cocorico. Nous allons parler dans un instant de Sébastien Lecornu qui a échappé à 2 motions de censure. Alors ce n'est pas vraiment un miracle, c'était assez attendu grâce à l'alliance des Républicains et du Parti Socialiste. On en parle dans un instant avec Guylain Benessa. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 en direct sur Sud Radio. On vous donne la... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les 2 motions de censure déposées la semaine dernière par la France Insoumise et par le Rassemblement National en réaction à la prochaine signature du Mercosur ont été rejetées hier soir à l'Assemblée Nationale, sans surprise. Le Premier ministre Sébastien Lecornu se maintient donc à Matignon grâce aux députés des Républicains et les socialistes. Peut-on pour autant parler d'équilibre ? On en parle avec l'avocat et auteur d'un livre à paraître aux éditions L'Artilleur, Nouveau maître, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. On est en plein dedans. Bonjour Guylain Benessa. Bonjour. Bonjour Guylain Benessa, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Alors Guylain Benessa, suffit-il de brandir la menace de la dissolution, c'est-à-dire de l'obligation de repartir devant les électeurs pour retrouver son siège de député, pour convaincre une partie des élus de l'Assemblée nationale de ne pas voter la motion de censure? Je vous rappelle que lorsqu'il s'est agi de valider le Mercosur, soit que la France le ratifie ou le signe pas, tous les groupes avaient dit si le Mercosur passe, il y aura inévitablement une motion de censure parce que nous ne pouvons pas accepter que la France ne se défende pas assez vigoureusement pour empêcher la signature de ce traité qui est de ce traité félon. Finalement, de façon ambiguë, le président de la République a dit la France ne signera pas, mais finalement il va passer. Et puis la motion de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National n'est pas passée non plus. En fait, on a peur de la dissolution. C'est ce qu'il faut comprendre. Écoutez, c'est très simple en fait. Et on en a déjà parlé à votre antenne d'ailleurs, Perico, je crois. Absolument. Ça fait un an et demi qu'on fait un jeu de dupe, qu'on joue un jeu de dupe, et ce jeu de dupe, en fait, il produit ses effets. Il produit ses effets parce que Macron a dissous il y a 1 an et demi, que personne n'a fait vraiment sauter la machine depuis 1 an et demi. Ce qui veut dire qu'elle joue, et il joue Emmanuel Macron d'une espèce de remplaçant
éternel, c'est-à-dire qu'il a joué le coup Barnier, il tente le corps nu et le corps nu reste en place. Et en fait, le problème, c'est que plus on se rapproche de l'élection présidentielle, on va dire normale, qui a lieu en 2027, moins qui que ce soit n'a d'intérêt, en dehors des LFI et du RN, de la dissolution. Pour quelle raison ? Très simple. Parce que d'une part, ils vont encore perdre leur stock de députés, si je puis dire. Ça veut dire que LR et le PS n'ont absolument aucun intérêt à la dissolution aujourd'hui. Qu'en plus, la dissolution ne provoquera de moins en moins de débats autour de la démission d'Emmanuel Macron, puisque de toute façon, l'élection a lieu dans maintenant 1 an, grosse masse, à peu de choses près. Ce qui veut dire que par la force des choses, même si la situation est apocalyptique, tout le système central se tient autour d'un accord implicite qui est autant rester jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de solution. Moins il y a de solution, plus il vaut mieux que le système reste en place, plus le corps nu tiendra, et plus Macron jouera les prolongations jusqu'en 2027. Si je comprends bien, il y a eu motion de censure en décembre 2024 contre Michel Barnier. On s'est dit, bon, il n'y aura pas de dissolution, puisque finalement c'est François Bayrou qui a été nommé. François Bayrou est parti non pas sur une motion de censure, mais sur un refus de confiance, un vote de défiance. Là aussi, pas de dissolution. Le président de la République lui-même semble ne pas souhaiter refaire une dissolution. Pour autant, Guilain Benessa, est-ce qu'on peut vivre, est-ce que ce gouvernement de la République, avec l'article 20 qui précise que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, on va traîner comme ça, sans majorité? Regardez, on n'arrive pas à voter le budget. Vous pensez qu'on va pouvoir se traîner comme ça? J'utilise vraiment spécialement l'expression traîner jusqu'à 2027? Écoutez, là encore, très simple. J'ai envie de vous dire, on ne devrait pas. Mais je vous répondrai, soyons objectifs, ça fait 1 an et demi qu'on joue à cela. Oui. Ça veut dire que ce petit jeu dure juste depuis l'été 2024, nous sommes en janvier 2026. Moi, j'avais fait le pari, malheureusement, que pour tout un tas de raisons liées aussi aux questions européennes, liées à la fragilité d'Emmanuel Macron, il jouerait le jeu de la prolongation. Cette prolongation, au fond, je vais vous dire, c'est très simple. Cette prolongation profite, on va dire, au système tel qu'il est, et Emmanuel Macron en premier lieu, parce que ça lui évite d'être sur le grill. Il l'a été par moment, il ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, et la guerre en Ukraine joue en sa faveur parce qu'elle crée un climat anxiogène, où on veut encore moins de changements qu'avant, en quelque sorte, et en même temps, le problème, c'est que cette prolongation, elle dure si longtemps que la France, chaque jour un peu plus, s'enfonce, non pas seulement dans une crise institutionnelle, mais dans un marasme qui touche tout le monde. Ça fait que d'un côté, vous voyez bien qu'il y a évidemment la révolte des agriculteurs, la rébellion des agriculteurs, contre un Mercosur sur lequel Macron a raconté à peu près tout et n'importe quoi. Bon, au fond, c'est l'empereur du en même temps, il l'est une nouvelle fois. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Les médecins libéraux sont également dans la rue depuis 10 jours ou 15 jours. Le Mercosur égrène maintenant une espèce de folie européenne que tout le monde voit à grande échelle constamment. Donc la France s'enfonce, mais à mesure que la France s'enfonce, Macron tient, et il emmène avec lui tous ceux qui rêvent de tenir plutôt que de sauver la France. Et le problème, à mon avis, c'est que l'extrême centre, cette espèce de démocratie minoritaire qu'on a mise en place, qui s'est constituée, a envie de rester le plus longtemps possible, et elle préfère rester plutôt que de tenter le coup de dynamiter quoi que ce soit et de modifier les choses en profondeur. Vous savez, au fond, plus on rêve de renverser la table, certains en rêvent, plus le système s'accroche pour ne rien renverser, parce que si vous renversez quoi que ce soit, la vaisselle est brisée, et ceux qui tiennent la vaisselle en main n'ont pas envie de la casser. D'autant que ça permet au président de la République de faire croire qu'il continue à présider la France, alors qu'en vérité, nous sommes dans une situation, de cohabitation douce. Sébastien Lecornu est un proche de lui, mais malgré tout, la majorité qui est derrière Sébastien Lecornu n'est pas totalement macroniste. Donc le président de la République peut prendre des dispositions. On dirait que lui-même n'a pas bien compris que la dissolution l'avait dessaisi du pouvoir exécutif à temps plein, si je peux m'exprimer ainsi, et il continue de temps en temps par des effets de manche. Alors évidemment, il a toujours le contrôle des armées, donc il peut toujours parler de guerre, d'intervention française, de dire j'envoie l'armée au Groenland. Pour autant, est-ce que les institutions de la Ve République sont faites pour fonctionner de cette façon? Là, en 2 mots, le budget, s'il n'y a pas de majorité, ça sera des ordonnances? C'est exactement ça, c'est-à-dire que la 5e est corrompue à tous les bouts. Il y aura des ordonnances comme... Moi, je m'en doutais depuis le départ que de toute façon, on n'aurait pas d'autre choix que de trouver un mécanisme pour faire passer le budget par ordonnance. Et d'autre part, sur les institutions, c'est très simple. Vous savez, on accable beaucoup aujourd'hui la 5e en disant elle date d'un autre temps. Au fond, on n'a qu'à tout changer, ça ne marche plus. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quelles que soient les institutions, lorsque vous avez les mauvaises personnes au mauvais endroit, on s'en sortira pas. C'est valable dans tous les domaines. Je veux dire, c'est pas uniquement la France, pas uniquement la 5e. Et le problème, c'est que Macron, aujourd'hui, Emmanuel Macron, sait parfaitement que ce qu'il fait, c'est le contraire de ce que le code génétique de nos institutions réclame.
Vous savez, je tiens à cette petite phrase qui n'est pas une petite phrase, bien qu'elle soit lancée rapidement. Dans ces débats sur la Ve République, un jour, Alain Peyrefitte demande à De Gaulle qu'est-ce qu'on fera si demain des élections législatives anticipées ont lieu et que le camp présidentiel perd. Et De Gaulle répond très simple, il n'imagine même pas qu'un successeur oserait se maintenir dans une configuration où il aurait perdu, oserait se maintenir. Or, entre-temps, on a inventé la cohabitation, qui est déjà le contraire exact de nos institutions, et aujourd'hui, on a l'étape finale, c'est un président qui ne cohabite même plus vraiment, un président qui fait mine de cohabiter avec quelqu'un qui est son majordome, Sébastien Lecornu, et qui du coup donne l'impression de cohabiter alors qu'il fait l'exact inverse, à la fois même de la cohabitation et encore pire, du fonctionnement régulier des institutions. Vous savez, le problème, Pierre Rigolégas, il est terrible. Hein. Le problème, c'est que tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé, vous savez, vieille formule de Montesquieu, et qu'aujourd'hui Macron a le pouvoir, qu'il en abuse pour corrompre nos institutions, et qu'au bout, la question est de savoir, est-ce qu'on arrivera encore à identifier ce qui marche bien lorsque l'homme en responsable numéro 1, la tête de gondole, fait tout marcher à l'envers. Est-ce qu'il restera quoi que ce soit? Peut-être des ruines. J'espère juste, j'en finis avec ça, j'espère juste que sur ces ruines, nous verrons qu'une fois Macron plus là, ces ruines peuvent renaître de leur sang, si je peux dire, pour faire marcher le pays à l'endroit. Guylain Bélessa, je complète votre propos en vous précisant que non seulement le président de la République ne démissionne pas quand il a perdu les législatives, et c'est arrivé un nombre de fois depuis la mort du général de Gaulle, il ne démissionne même pas quand il perd le référendum. Alors que le général de Gaulle en 69, personne ne lui demandait, il a dit si le référendum n'est pas adopté, je considérais que c'est un désaveu du peuple français, et comme mon autorité émane de l'autorité de la souveraineté du peuple français, je démissionne. Il a tenu parole, ce qu'il a fait, ce que Chirac n'a pas fait en 2005. Et je vous rappelle, et je vous redonne une petite phrase qui complétera votre ouvrage sur Nouveau Maître, Histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. Alain Peyrefitte demande au général de Gaulle, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un traité international qui est contraire à nous? Et de Gaulle lui répond, quand on se fait couillonner, on dit non et on s'en va. C'est tout. On n'accepte pas de se faire couillonner. Or, je pense que le gouvernement français se fait couillonner par l'Europe depuis un certain temps. Mais ça sera nos débats. Vous reviendrez quand vous aurez publié votre ouvrage, on vous recevra pour ça. Pour autant, on continue dans cette configuration. Sébastien Lecornu est assez à l'aise dans les sondages. Or, on voit bien que la méthode Lecornu, qui est celle de la conciliation, de la négociation, du dialogue, finalement, ça marche pas. Parce qu'il y a toujours un des éléments, quand on déshabille Paul pour donner satisfaction au PS et contrarier les LR, ou quand on dit oui LR, je vous fais une concession, c'est le PS qui en veut plus, finalement, la méthode Lecornu, c'est du pipeau. Lecornu a été le dernier, on va dire, proche de Macron à pouvoir reprendre les gants, mais je vous rappelle, vous vous rappelez très bien, tout le monde s'en rappelle, qu'il était resté 24 heures avant de revenir dans des conditions ubuesques lors de sa nomination. Il y avait eu la pantalonnade Le Maire, Bruno Le Maire, qui était pour faire démissionner Retailleau. On a compris le stratagème. Exactement. Alors dans cette tambouille-là, Lecornu est finalement resté. Il tient la barre comme il peut, mais en fait le problème il est là encore simple. Et je prétends d'ailleurs que la plupart de nos problèmes sont simples. C'est que Lecornu a été choisi par Macron, donc avec l'histoire Le Maire, parce qu'il devait être l'homme de la conciliation. C'est son pote, Guylain. C'est son pote, on est d'accord, c'est son pote. Je disais, c'est le majordome, c'est-à-dire il est fait pour faire ce que le président lui demande de faire. Et le problème, il est là. Il saute aux yeux, c'est qu'on ne peut pas gouverner en étant exclusivement un majordome, c'est-à-dire un homme de conciliation et de compromission. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on le sait très bien, soit vous êtes un homme de chambre, donc vous êtes un parlementaire façon 4e République, c'est-à-dire, faut le dire, un laquais. Si vous êtes un laquais, pourquoi pas, vous vous arrangez dans les couloirs. On a eu des laquais de grand talent. Nicolas Sarkozy parlait de mon assistant pour François Fillon. Vous savez, il avait dit c'est mon assistant. Et c'est exactement ça. Donc, le problème, il est que on peut pas à la fois être un laquais et gouverner un pays, d'autant plus dans une situation qui réclame une main ferme, puisque précisément, il n'y a pas d'accord, qu'il faut faire des arbitrages et comment il faut trancher. Et vu qu'on peut pas trancher parce que personne n'est d'accord, on a une chambre qui fonctionne à l'envers et on a un gouvernement qui est l'enregistrement d'une chambre qui fonctionne à l'envers. Donc évidemment, vu que tout est noyé, le problème, c'est que tant que l'homme responsable de cette noyade, Emmanuel Macron, est là, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je dis toujours, on a beau marcher sur la tête à tous les endroits, à tous les niveaux, le problème, c'est que la tête pensante marche à l'envers et que tant que la tête pensante marche à l'envers, tout le reste en dégouline dans une noyade généralisée. Au fond, vous savez, le pire, c'est que Macron, par irresponsabilité,
entraîne tout le monde avec lui. Et ceux qui acceptent de monter dans le Titanic, je me demande ce qu'il en restera à la fois de leur style, de leur comportement, de leur épaisseur, de la réalité de leur comportement, une fois que le Titanic sera au fond des eaux. Scénario qui est à craindre. Merci Ghislain Benassa d'avoir été avec nous et nous avoir apporté votre témoignage. Je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour continuer à parler de politique française. À très vite. Les perles arrivent, restez bien avec nous. Dans un instant, nous parlerons de la France qui déploie l'armée au Groenland. Le discours du chef de l'État est en cours ou devrait commencer dans un petit instant. Donc on essaiera de vous donner les éléments en direct. Et puis juste après, nous parlerons immigration avec un record assez triste de passage de la Manche des migrants entre la France et le Royaume-Uni. Pareil, on entrera dans le détail dans un petit instant. N'hésitez pas à réagir, 0826 300 300 en direct sur Sud Radio. À tout de suite. 14h-16h. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Allez, c'est l'information du jour. La France déploie son armée au Groenland dans le cadre d'une mission européenne, Perico. Oui, le président de la République a décidé qu'il fallait intervenir au Groenland. Alors d'abord, il y a eu une mission diplomatique. Est-ce qu'on installe un consulat à Nuuk, hein? Oui. Et puis là, c'est l'expédition d'un corps. Alors, on comprend effectivement l'idée. Il faut se positionner pour dissuader M. Trump d'annexer ou d'envahir le Groenland. Est-ce que pour autant la présence d'un détachement d'armée française le dissuadera? Je m'imagine. Donald, fais gaffe, parce qu'on arrive, et attention, tu vas voir tes fesses si tu commences à nous embêter. Et il y a Donald qui dit, oh là là, non, je vous en prie, je vous en supplie, venez pas, les Français, j'ai très peur de vous. J'ai très peur de vous, surtout si c'est le général Richoux qui prend la tête du corps expéditionnaire. Les Américains, on va être écrasés. Donc voilà, on a l'impression, on comprend la démarche diplomatique et ça permet au président de la République, qui aujourd'hui est en train de présenter ses vœux aux armées, on dirait un immense meeting électoral, ça permet au président de la République d'exister et de montrer qu'il a encore la main mise sur les décisions militaires. Pour autant, la marge de manœuvre est étroite et surtout, ça semble ridicule. Toute l'Union européenne n'est pas derrière la France, donc on est seul. Je ne sais pas quelle sera l'ampleur du détachement, 150, 200, 300 hommes. Je ne pense pas que... Pour l'instant, 15 sur son place. Voilà, mais même si on allait un petit peu plus loin, et avec des chasseurs alpins, avec des skis et des raquettes et des luges, je ne pense pas que ça suffira à dissuader, je ne suis pas diplomate, je ne pense pas que ça suffira à dissuader les États-Unis d'aller jusqu'au bout de leur idée. Et puis une terrible nouvelle illustrant l'état de nos hôpitaux. 2 patients sont morts sur leur brancard aux urgences du CHU de Rennes. Alors ça, c'est une photo de la France en 2026. Vous vous levez le matin, vous avez un problème de santé, vous allez aux urgences de l'hôpital de Rennes, qui est un hôpital réputé. Rennes, c'est la préfecture régionale de la Bretagne, et vous ne rentrez pas le soir chez vous parce que vous êtes mort dans les couloirs des hôpitaux de Rennes, parce que les urgences sont en telle carence et en telle défaillance. Les urgences, vous vous rendez compte, le mot urgence, on vous laisse mourir dans un couloir. C'est un symbole, ce sont 2 morts qui sont des tragédies. Et on voit les corps à Téhéran aujourd'hui dans une autre forme de tragédie. Et là, on voit les images on se dit qu'on est dans un pays en voie de développement. On ne peut pas penser que c'est les hôpitaux de la République française à Rennes où on laisse crever les gens dans le couloir qui sont venus en urgence. Enfin, je ne sais plus dans quel monde on vit, je ne sais pas dans quelle France on habite. Voilà, moi ça me révolte, c'est indigne. Je pense aux familles qui ont perdu leurs proches alors qu'ils étaient allés se faire soigner dans un hôpital de la République française avec un système sanitaire prodigieux, un gouvernement qui est là, un ministre de la Santé, et il y a 2 personnes qui meurent aux urgences de Rennes. No comment, mais honte sur la France. La maison d'édition Hachette a rappelé ses manuels de révision Objectif Bac d'histoire et géographie pour falsification de l'histoire. Oui, c'est un manuel proscolaire, latéral, dégâts collatéraux des éditions Hachette, où on expliquait simplement aux enfants qu'il y avait 1000 colons israéliens qui s'étaient fait tuer à Gaza le 7 octobre, et qu'en conséquence de quoi l'armée israélienne était allée perpétrer quasiment un massacre contre la population de Gaza. On connaît la tragédie de ce 7 octobre. Oui, c'est la pire abomination qu'il y a eu contre les Juifs le 7 octobre 2023 depuis la Shoah. Pour autant,
la réponse du gouvernement israélien et ce qui s'est passé à Gaza, évidemment, soulève un énorme problème par rapport au fait que l'armée israélienne a commis des crimes de guerre. Certains disent des crimes contre l'humanité. Le terme de génocide a été utilisé. Mais que là, des éditeurs puissent mettre noir sur blanc à destination des enfants des écoles de France, 1000 colons juifs ont été tués, comme si un peu quelque part ils l'avaient cherché, et en conséquence de quoi l'armée israélienne s'est comportée de façon monstrueuse, je pense qu'il y a une juste mesure. Le président de la République a saisi, il s'en est lui ému et indigné publiquement. Bon, on a peut-être l'idée de ce que serait le manuel scolaire s'il y avait un ministre de l'Éducation nationale de la France insoumise, puisque finalement le contenu de ce texte, c'est exactement la propagande de la France insoumise sur le conflit entre Israël et les Palestiniens. J'espère qu'on trouvera un petit peu plus de sérénité et que les manuels scolaires à destination de nos enfants qui sont déjà dans une fabrique de crétins pour certains parce que l'enseignement de l'histoire est massacré, je pense qu'on pourra redresser la tête et reprendre un petit peu le sens des réalités. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Nous, on bosse, nous. Et la proposition de loi visant à freiner l'essor de l'ultra fast fashion est en suspens, bloquée dans des discussions entre la France et la Commission européenne. Ah oui, le scandale Chine avec ces produits qui arrivent de Chine dans des conditions de totale déloyauté et évidemment de nocivité pour le consommateur français. Eh bien, on se disait enfin le gouvernement français a pris des dispositions, enfin on va prendre des lois, on va s'impliquer, on va réguler, on va empêcher, on va protéger l'économie française, on va protéger le consommateur français avec des mesures qui sont, j'allais dire, le b.a.-ba du bon sens politique. Eh bien, vous avez la Commission européenne qui est là sur le sacro-saint principe du libre-échange, la libre circulation des marchandises après le traité de Schengen en Union européenne, l'acte unique européen de 1986, béni et voulu par monsieur Jacques Delors, ancien ministre socialiste de l'économie et des finances, qui a voulu que tout puisse circuler. Eh bien, aujourd'hui, on est dans la mouise et on a la Commission européenne qui, au lieu de protéger le consommateur européen et le consommateur français, dit ah ben non, vous pouvez pas interdire aux produits Chine, la publicité, il faut l'autoriser, c'est la loi, il faut le libre-échange. Bon, mais qu'on continue à aller dans le mur. Je veux dire, l'Europe est moribonde. On a vu hier avec Charles Gave que l'euro était peut-être pas forcément la solution et qu'il a peut-être posé plus de problèmes qu'il a apporté de solutions. Et aujourd'hui, on a la Commission européenne, on a Madame Ursula von der Leyen, qui est une très bonne ambassadrice des États-Unis en Europe, qui nous interdit de défendre nos consommateurs et notre économie. J'espère que les Français en tireront les conséquences et que la classe politique, alors le gouvernement a dit on va trouver des solutions, faut trouver une réponse pour la Commission européenne, on va trouver une formule qui puisse la satisfaire. Tout ça est abject. Honnêtement, c'est piteux. Je dis, c'est pas sérieux. Le procès des assistants parlementaires commence. Alors, il commence moins pire Plutôt que prévu, bien. puisque le parquet aurait évacué 2 chefs d'accusation qui, évidemment, soulagent un peu la position de Marine Le Pen. Et tout n'est pas perdu pour la candidate présumée à l'élection présidentielle. Au 2e jour de son procès en appel, hier, le procureur a estimé que Marine Le Pen avait été injustement condamnée en première instance pour complicité concernant une dizaine de contrats litigieux. Pour rappel, les juges de première instance avaient déclaré Marine Le Pen coupable de détournement de fonds publics et condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, à 100 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans. Avec exécution provisoire. Mais certains contrats dénoncés datent en fait d'avant son avènement à la présidence du Front National en 2011 et ne peuvent donc lui être imputés au titre de la complicité de détournement de fonds publics. Cette prise en compte pourrait donc amoindrir sa peine. Ce matin a débuté la 3e audience. Pour l'instant, les auditions sont en cours, notamment celle de Louis Alliot, très attendue cet après-midi. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ne vendons pas la peau de l'ours avant qu'elle soit tuée. On verra bien. Et voilà. Et Bardella. Peut-être que Jordan Bardella, du coup, ne sera pas le remplaçant. Les jeux ne sont pas faits. Voilà. Maud, alors, il paraît que les frères musulmans pourraient être reconnus bientôt comme une organisation terroriste. Moi, je pensais que c'était fait. Il était plus que temps et on se demande franchement ce qui empêchait jusqu'à présent l'État et les députés de reconnaître le caractère terroriste de cette organisation, même si pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale a juste approuvé la proposition de résolution des Républicains visant donc à inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Mais cette proposition sera examinée en hémicycle le 22 janvier et il sera intéressant de voir qui s'y oppose. J'ai déjà ma petite idée. Je rappelle à toutes fins utiles que les frères musulmans sont une organisation transnationale dont l'objectif est d'imposer la loi islamique et de substituer aux États existants des régimes fondés sur la charia. C'est d'ailleurs ce que démontre le rapport dévoilé par Bruno Retailleau l'an dernier. Et je rappelle qu'un sondage de l'Institut CSA pour CNews, publié en avril dernier, dévoilait que 88% des Français sont favorables à l'interdiction de l'organisation des frères musulmans en France. De temps en temps,
finalement, s'agirait d'écouter la voix du peuple qui n'a pas vraiment envie d'être remplacée tout de suite. Eh oui, ils sont peut-être musulmans, mais en tout cas, ce ne sont pas nos frères. Vous restez avec nous parce que nous allons recevoir Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration. On va essayer de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne en franchissant la Manche et pourquoi ils ne restent pas dans le paradis économique et social qu'est la République française. À tout de suite. Ont été secourus par les autorités et ramenés à terre hier soir. En 2025, ils sont plus de 41 000 à avoir traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Un chiffre en hausse pour la deuxième année consécutive, malgré les mesures du gouvernement britannique pour endiguer ces traversées clandestines. On en parle avec le directeur de l'Observatoire de l'immigration, Nicolas Pouvreau-Monti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Pouvreau-Monti, merci d'être sur Sud Radio avec nous en studio pour parler de ce phénomène de l'immigration qui passe par la France, mais ils veulent d'abord aller en Angleterre. Première question, pourquoi se précipiter en Angleterre? Pourquoi ne reste-t-il pas chez nous? On est quand même la République française, paradis fiscal et social. Bon, fiscal, non, j'allais dire social. Fiscal, c'est encore autre chose. D'abord, en 2 mots, présentez-moi ce qu'est l'Observatoire de l'immigration. Quand a-t-il été fondé, par qui et pourquoi? Bien sûr, écoutez, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un think tank, assez classiquement un laboratoire d'idées, qui a été créé il y a 5 ans maintenant, afin d'apporter une vision rationnelle, dépassionnée, factuelle, réaliste aussi, sur ces sujets migratoires et démographiques, dont le moins qu'on puisse dire et qu'ils sont très présents dans le débat public. Hors clivage politique? Hors clivage politique, de manière absolument impartisane. L'immigration étant aujourd'hui un fait social total qui a des implications pour l'ensemble de notre vie en société. Pour répondre à votre question, l'attractivité migratoire du Royaume-Uni, elle vient de loin, elle ne date pas d'hier. Elle s'est néanmoins beaucoup renforcée depuis 20 ans. 3 raisons principales à ça. D'abord, la très grande facilité à vivre et travailler en clandestin quand on est au Royaume-Uni. Il y a moins de contrôle, j'ai envie de dire encore moins de contrôle qu'en France. Vous voulez dire qu'ils ont une législation plus souple que nous? Notamment parce que la législation du travail, de manière générale, est plus souple. Ça rend aussi plus simple d'embaucher des clandestins et de travailler comme clandestins. Sur quels paramètres? La culture anglo-saxonne, j'allais dire une vision sociale, j'allais dire un peu communautariste, qui fait que on s'inquiète moins de l'étranger qui arrive via le Commonwealth. C'est ça. C'est ça. Alors il y a une dimension très libérale dans l'approche du travail, qui date des années 80 au Royaume-Uni, mais qui n'a jamais été fondamentalement remise en cause. Absolument, de tout à la fait. main-d'œuvre pas chère. Il faut faire venir de la main-d'œuvre pas chère. Et c'est ça. Et sur ce phénomène-là se greffe un deuxième facteur, qui est que le Royaume-Uni est maintenant un pays très multiculturel, où la part des communautés d'origine immigrée est très forte. Et beaucoup des gens qu'on retrouve à Calais vont rejoindre de la famille, un cousin, une connaissance, un ami qui est déjà au Royaume-Uni. Et il y a un phénomène de diaspora. L'immigration crée l'immigration. En vérité, c'est vrai en France aussi, mais c'est très marqué au Royaume-Uni. Et puis il y a un troisième facteur qui est évidemment la langue anglaise, qui est apprise à travers le monde et qui rend le Royaume-Uni plus instinctive comme destination visée. Qui sont ces migrants qui vont massivement vers la Grande-Bretagne, j'allais dire, les pauvres, on a vu les images, ils s'entassent dans des camps. Alors il y avait l'image de Calais avec la maire de Calais qui était inquiète, et puis bon, tout le littoral avec les transporteurs dans les camions. Enfin, on a vu des tragédies humaines. Qui sont ces migrants? Ce sont des gens qui juste traversent la France, ou c'est des gens qui n'ont pas trouvé satisfaction pour eux en France et qui essayent l'Angleterre, ou ils viennent directement pour aller en Grande-Bretagne? La France n'est qu'un lieu de passage. Pour la plupart d'entre eux, le Royaume-Uni est le pays directement visé. L'objectif. Tout à fait. La France pourra être un pays de rebond pour certains d'entre eux, ceux qui n'arriveront pas à traverser, ceux qui finalement seront convaincus par les efforts déployés par l'administration française pour les convaincre de déposer une demande d'asile en France plutôt qu'au Royaume-Uni, parce que généralement c'est l'objectif, demander l'asile. C'est profils, on les connaît un peu grâce aux enquêtes menées sur place. C'est des nationalités particulières? Oui, alors il y a des nationalités qui sont très représentées, des Afghans, des Syriens, des Érythréens, des Soudanais, des Somaliens, des profils qui sont globalement à 80% des hommes adultes. Paramètres linguistiques aussi. La langue anglaise est assez installée dans ces pays-là. Joue absolument, tout à fait. Alors, il y a des phénomènes de plus ou moins haute marée selon l'actualité géopolitique. Il y a eu beaucoup de Syriens pendant longtemps. Il y a eu plus d'Afghans depuis 4 ans. Mais globalement, on reste sur ces nationalités-là qui ont déjà des diasporas importantes au Royaume-Uni. Et ces diasporas, j'y reviens, jouent vraiment un rôle d'attractivité dans les pays d'origine pour rejoindre l'Angleterre. Nicolas Pouvreau-Monti, dites-moi, est-ce que les Anglais commencent pas, et on le sait, ils commencent pas un peu à en avoir marre, la société anglaise, elle commence pas à s'inquiéter? Il n'y a pas un mouvement de rejet de cette migration massive? C'est clairement le facteur de tension politique et sociale majeure aujourd'hui au Royaume-Uni. Et ça prend sa source, si je puis dire, dans une grande trahison démocratique, qui est que les Britanniques, en l'espace de 15 ans, ont voté 5 fois pour réduire drastiquement l'immigration.
avec le Brexit qui s'est fait largement sur cette question. J'allais y venir. C'est un des éléments du vote du Brexit, c'est de protéger, c'est un protectionnisme contre une immigration massive. Oui, tout à fait. Il l'utilise à bon escient ou finalement c'est pas bien utilisé? Et le vrai problème, c'est qu'il y a eu ce vote pour le Brexit, il y a eu 4 majorités électorales pour le Parti conservateur qui a fait campagne pour une restriction de l'immigration. Avec Boris Johnson à la tête. Tout à fait, avec Theresa May puis Boris Johnson. Et la vraie difficulté, c'est que le système d'immigration mis en place post-Brexit, au lieu de tarir les flux, les a accélérés de façon spectaculaire. Comment se fait-il? En l'espace de 3 ans, 2022-2024, le Royaume-Uni a reçu une immigration nette de 2 millions de personnes. C'est sans comparaison, y compris... 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. En France, c'est quoi la moyenne? Alors, sur les dernières années... Les vrais chiffres. C'est ça. En ajoutant les différentes catégories d'entrée, on est sans doute entre 400 et 500 000 par an. Par an. C'est ça. Combien de départs? Alors, selon l'INSEE, pour 3 immigrés qui entrent, il y a 1 immigré qui part. Donc, on peut envisager que sur cette période, il y a environ 130 000 immigrés qui sont partis par an. La balance des paiements est relativement acceptable, si je peux m'exprimer En tout cas, elle est historiquement élevée au regard de nos propres critères, mais elle est sans comparaison avec ce que le Royaume-Uni a connu. Et pourquoi cette accélération? Globalement, parce que on a voulu mettre en place un système à points à l'australienne, vous savez, selon les niveaux de qualification, etc. Mais on a mis des critères qui étaient très très faibles. C'est-à-dire que typiquement, avoir un titre pour être salarié qualifié au Royaume-Uni, ça impliquait vraiment pas grand-chose en termes de rémunération. On a fixé des objectifs d'immigration étudiante très fortes. On fait la même erreur en France d'ailleurs actuellement. Et donc ça a conduit à un emballement de l'immigration qui a été essentiellement un emballement légal. Est-ce qu'il y a plus de boulot pour autant? Est-ce que l'économie britannique est à ce point plus dynamique que la nôtre, qu'il y ait plus de propositions d'emploi, quitte à ce que ce soit des emplois précaires? Oui, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que le taux de chômage au Royaume-Uni est structurellement plus faible que chez nous. Les situations de l'économie britannique depuis 2-3 ans n'est pas excellente. On est dans une forme de stagnation, en vérité. Et donc ça crée des éléments aussi de tension sociale. Problème de sécurité ou non du coup? Problème de sécurité, bien sûr. L'un des grands marqueurs de cette traversée dans la Manche, c'est le fait que les migrants demandent souvent l'asile. Et le nombre de demandeurs d'asile au Royaume-Uni a triplé en 4 ans, avec des phénomènes de focalisation, notamment sur les hôtels hébergeant ces demandeurs d'asile. D'abord sur leur coût, ça va dépasser les 10 milliards de livres par an. Donc l'habeas corpus est toujours dans l'esprit des institutions britanniques. C'est ça, un sens des libertés civiles très accentué. Et par ailleurs, effectivement, des craintes liées à la sécurité autour de ces hôtels pour demandeurs d'asile. Il y a eu un certain nombre de crimes qui ont été globalement assez couverts, commis par des demandeurs d'asile hébergés dans ces hôtels. Et donc le gouvernement de Keir Starmer, il essaye de répondre aux inquiétudes de son électorat, qui est globalement un électorat populaire. Et il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées ces derniers mois pour tarir notamment l'attractivité pour l'asile. Les titres de séjour de nos réfugiés, leur durée a été divisée par 2, c'était 5 ans, ce sera 2 ans et demi. Pour que ces réfugiés obtiennent un statut de résident permanent, 5 ans suffisait, ce sera 20 ans. Les allocations vont être supprimées pour certains demandeurs d'asile, ceux qui peuvent travailler et qui ne le font pas. Et la volonté, en vérité, c'est de tarir cette attractivité du Royaume-Uni. Et il y a beaucoup de leçons à en tirer parce qu'il s'agit là d'un gouvernement travailliste, avec un gouvernement ce paradoxe de centre-gauche. Que la ville de Londres a élu un maire qui est plutôt ouvert à la mondialisation, exactement comme New York. Londres a annoncé la couleur de New York, mais que l'opinion britannique n'est pas dans ce sens. Monsieur Farage, le leader de l'opposition, j'allais dire souverainiste, est en train de gagner des points dans les sondages. Bien sûr, et il le fait essentiellement sur ce sujet de l'immigration. Et typiquement, l'une des propositions fortes de Nigel Farage en la matière, c'est la sortie du Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'est pas l'Union européenne. Le Royaume-Uni est toujours dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui a de lourdes implications en termes de limitation de lutte contre l'immigration irrégulière. Et là où on voit que le Premier ministre Starmer essaye aussi de traiter cette question, c'est qu'il a co-signé juste avant Noël une tribune avec la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui est, comme lui, de centre-gauche, social-démocrate, appelant à une réforme de la Convention européenne des droits de l'homme sur ces sujets d'immigration. Donc on sent qu'il essaye finalement d'éteindre l'écho que trouve Farage dans l'opinion, parce qu'en vérité la CEDH c'est un vrai sujet, ça l'est au Royaume-Uni, ça l'est aussi évidemment en France. Quand les sociodémocrates sont rattrapés par le réel, tout d'un coup ils se mettent à ouvrir les yeux, ce qui n'est pas négligeable. Vous vous souvenez de la manifestation à Londres? Oui, bien sûr. Elle avait beaucoup plus impressionné, j'allais dire, les politiciens français que les politiciens anglais. Oui. On pensait que c'était d'ailleurs un des montages vidéo. Est-ce que c'était bien un trucage? Non, c'était bien le peuple anglais qui sortait dans la rue pour manifester, pas sa haine ni sa colère, juste son ras-le-bol, quoi. Oui, vraiment, je pense que le terme de trahison que j'évoquais reflète globalement le sentiment qui animait les manifestants. Et il y avait notamment des craintes très fortes liées, pour le coup, aux enjeux culturels générés par cette immigration qui étaient très présents dans les slogans de la manifestation. Et ça, c'est un autre effet
imprévu et sans doute indésiré de l'immigration post-Brexit, c'est qu'il y a eu un recul très fort de l'immigration européenne. Il y a même un départ net de citoyens européens. Il y a plus de citoyens européens qui quittent le Royaume-Uni que de citoyens européens qui n'y arrivent. Et donc l'accélération très forte de l'immigration que je viens d'évoquer, elle est portée globalement par l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, des pays ça, c'est les pays du Commonwealth. Mais bien sûr, c'est ça, le Commonwealth, mais qui du coup renforce le grand doute autour du modèle multiculturel britannique, parce que la distance culturelle, malgré la langue anglaise, est quand même beaucoup plus forte qu'avec des Polonais ou des Lituaniens qui étaient très présents dans les années 2000, par exemple. En tout cas, les problèmes sont posés dans des termes très concrets à la société britannique. Nicolas Pouvremonti, je vous demanderai de revenir bientôt pour disserter un petit peu sur les chiffres de l'immigration en France, l'impact sur l'emploi. Et il paraît que si nous n'avions plus d'immigrés, nous n'aurions plus de main-d'œuvre. Donc on a besoin d'eux. Et même en démographie, il paraît que c'est les immigrés c'est l'immigration qui permet. Solution magique. Bon, on décryptera ça avec sereinement. Ce sera avec ici, c'est le parlons vrai. On dira les choses telles qu'elles sont, de façon à ce que nos auditeurs fassent, j'allais dire, la part des choses entre ce qui est une bonne immigration, une mauvaise immigration, une immigration choisie, problème auquel en tout cas est confrontée la Grande-Bretagne. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Pouvremonti. Je vous dis à très bientôt. Et vous restez avec nous surtout parce que je reçois une femme extraordinaire, Fariba Ashtrami, intellectuelle, écrivain iranienne. Évidemment, nous allons partager avec elle la souffrance de ce peuple. Nous allons avoir des nouvelles de Téhéran, de ce qui se passe là-bas, et nous allons comprendre quel est l'enjeu politique international entre la France et l'Iran. Oui, c'est un pays lointain. Pour autant, nous avons des liens historiques et culturels avec l'Iran. Peut-être peut-on culpabiliser d'avoir accueilli l'ayatollah Khomeini à l'époque et dont le régime se maintient aujourd'hui dans le sang et les atrocités. Nous ferons ce point avec Farida Ashtrani. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. N'hésitez pas à appeler, à poser toutes les questions que vous avez envie de poser sur cette épouvantable situation pour un pays formidable qui est l'Iran. Merci, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe en Iran. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées. Des amis, des proches. Ils tuent tout le monde en Iran. Vous êtes bien sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Fariba Ashtrani. C'est une femme exceptionnelle. Je suis très flatté, très honoré de vous recevoir, Fariba Ashtrani. Nous ne pouvions pas, dans la France, dans tous ces États où nous avons plutôt prédilection à parler des sujets qui sont intérieurs à la France, mais les liens historiques et culturels entre la France et l'Iran sont réels. La tragédie auquel on assiste sur nos écrans est épouvantable. Elle nous fait penser à celle du 7 octobre sur d'autres paramètres, mais c'est aussi éprouvant, c'est aussi émouvant. Vous êtes iranienne, vous êtes archéologue de formation, écrivain, essayiste, romancière, poète. On peut dire que vous êtes une intellectuelle ouverte et humaniste, grand reporter, bien entendu. Vous connaissez bien la situation parce que vous êtes passé par Israël. Évidemment, vous connaissez la situation iranienne. Vous connaissez les liens avec la France et l'Iran. Et puis, vous êtes la fille de Mossel Ashtrani, qui est une figure, qui était un religieux, je crois. Non. Mon grand-père était un grand ayatollah. C'est votre grand-père qui est un ayatollah et votre père était un grand scientifique. Un grand scientifique, un universitaire. Donc vous connaissez donc les questions religieuses, bien entendu, et ce qu'est le chiisme, et ce qu'est le rôle des ayatollahs. Et tous les ayatollahs iraniens ne sont pas, j'allais dire, les fervents de terreur que l'on connaît, parce que on parlera du chiisme, qui est plutôt une lecture une forme d'ouverture dans l'islam. C'est un débat. Le débat est ouvert. Et vous êtes autrice de La guerre des 12 jours, qui paraîtra au mois de mars. Vous reviendrez, on vous réinvitera, Fariba Ashtrani, pour parler de ce livre. Je vais vous poser une question simple. On va parler de l'association Mossel Ashtrani pour la présenter. Je voudrais vous poser une question simple déjà. Comment un pays, et c'est vrai pour la Turquie et la civilisation ottomane, comment un pays comme l'Iran, la Perse, qui est un symbole, qui est une des plus belles civilisations orientales, qui participe des fondations de notre civilisation, même si on dit qu'on est helléno-judéo-chrétien, le rôle de la Perse, les lettres persanes, je fais allusion à plein de choses. Comment se fait-il que ce pays qui a été un exemple de civilisation, d'évolution, d'harmonie, de culture, puisse aboutir, avec une population, un peuple aussi digne, aussi fier et aussi noble, à une situation de telle barbarie?
Évidemment, c'est pas en 2 minutes que je pourrais expliquer l'histoire iranienne, mais disons de façon. Comment on peut basculer absolument. Après avoir été ce que l'on était? Il faut savoir que dès le XVIe siècle, quand l'erreur ou pas erreur, les Safavides ont déclaré le chiisme religion de l'État, jusque-là, c'était effectivement le sunnisme l'emportait en Iran. À partir de ce moment-là, le clergé et la royauté ont tenu les deux, c'était les deux pôles du pouvoir de l'Iran. Mais les religieux lorgnaient toujours pour prendre le pouvoir absolu en Iran. Et quand je dis les religieux, je ne parle pas évidemment des religieux les plus ouverts, les plus gnostiques, je parle vraiment de cette faction qui, le long des siècles d'ailleurs, le Safavides, c'est le XVIe siècle. Le long des siècles, s'est radicalisé et voulait vraiment un gouvernement totalement religieux. Là-dessus, je reviendrai 2 minutes également sur la révolte constitutionnelle. On en a beaucoup parlé avec notre ami commun, avec André Berkoff à une des émissions. L'Iran a basculé à ce moment-là. Il ne faut pas oublier, vous avez parlé justement de cette civilisation qui était à la pointe de beaucoup de choses. C'était la première constitution du Moyen-Orient. C'était une révolution constitutionnaliste avec beaucoup de sang ont été versés. Mon grand-père, à ce moment-là, qui était un grand ayatollah, était pour la Constitution. Et je tiens à le dire. On est en quelle année, là, cette Constitution ? 1906. La révolution constitutionnelle. Donc, mais hélas, cette révolution constitutionnelle a été également déviée, finalement, la royauté. Il y a eu quand même... L'ancienne monarchie des Qadjars, absolument, des Qadjars. Il y a eu quand même une constitution. Encore une fois, je le dis, la première du Moyen-Orient. À ce moment-là, effectivement, il y a eu quand même des changements et on arrive à l'époque mais les institutions, une grande partie des institutions étaient encore... L'Iran a commencé à je dirais pas la modernisation est venue avec Reza Shah, mais une partie du pouvoir était toujours tenue par le clergé, et dans la Constitution, il y avait toujours le regard du clergé sur les lois. Alors, sans faire de comparaison inappropriée avec la République française, où nous avons en 1905 la loi de séparation des Églises et de l'État, le chiisme, l'islam est la religion d'État en Iran, où c'est, j'allais dire, une institution annexe, où elle participe à la gestion de l'État. C'est devenu une religion d'État à partir de la Révolution, à partir c'était, si vous voulez, c'était une religion qui avait droit de regard sur les affaires mais sociale et privée, on allait dire, voilà. Elle est devenue religion de l'État à partir de la révolution islamique. Donc une religion politique. Absolument. Parce qu'elle est une religion politique. Et là, elle s'est immiscée. Et pourquoi on est arrivé à ça également 1953, avec le docteur Mossadegh, exactement, qui était une forme d'émancipation, de souveraineté de l'Iran. Là, ça aurait pu changer la face du Moyen-Orient. 2 fois, justement, la constitution iranienne. De 1906. Et l'arrivée au pouvoir du docteur Mossadegh. Coup d'État CIA. Il est dans les non-alignés avant les non-alignés, avant que ce soit Nasser ou Nehru. Absolument. Il essaie de créer une émancipation de l'Iran vis-à-vis des puissances, entre guillemets, coloniales, pétrolières. Et ce sont les firmes, le gouvernement britannique, avec les firmes pétrolières, puisqu'il avait nationalisé le pétrole iranien, qui avec le font tomber. Des Américains. Avec la complicité, et c'est là où Reza Pahlavi reprend le pouvoir. Au début, Reza Pahlavi était vraiment, il était assez démocrate. C'était un jeune roi très aimé. Il faut le dire. Après, il y a eu vraiment un changement total. Élevé à l'occidental, ouvert, avec des valeurs modernes. Totalement, qui aimait beaucoup Ronsard, paraît-il. Et mais à ce moment-là, les choses ont basculé de façon exactement, qui a accouché d'une révolution islamique, et ça a été je ne dirais pas la fin de la Perse, la raison, ou c'est la résistance culturelle qui aujourd'hui montre à quel point les racines de cette culture sont grandes. Depuis 47 ans, un pouvoir répressif, un pouvoir sinon totalitaire, mais autoritaire à un point, et un pouvoir clérical, mais avec énormément de luttes entre
le peuple et le pouvoir, et au sein du pouvoir. Fariba Ashtrodi, comment une société aussi évoluée, aussi culturée que celle, sans que ce soit général, il y a aussi une classe défavorisée en Iran, mais le Shah d'Iran laisse un État relativement moderne, comment une classe politique évoluée, quand même habituée aux valeurs démocratiques, a pu se laisser berner par les ayatollahs chiites 1979, l'ayatollah Khomeini, qui finalement leur fait croire on va dégager le Shah et on va faire une société harmonieuse de tolérance et autres. Comment les partis politiques de gauche, les partis républicains, les partis démocrates ont pu se laisser avoir par les ayatollahs? Écoutez, quand vous voyez un Foucault qui Dieu sait l'intelligence de Foucault, Michel Foucault, le philosophe français, a vraiment été emballé par cette révolution. Et mon ami Feu Shoigon, un très grand philosophe, qui a quand même dit 10 000 fois après, il a dit bon, si je devais me saigner, je le ferais, mais qui a vu en Khomeini un Gandhi du chiisme. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit, ce côté gnostique du chiisme a pu faire croire que... Mais d'abord, méconnaissance de Khomeini... là-dessus, le chiisme est une dissidence de l'islam, donc le prophète Ali, c'est et donc est-ce qu'on peut dire que les chiites sont les protestants, sont les réformateurs de l'islam, donc porteurs de valeurs peut-être plus humanistes, plus progressistes que les sunnites? Une partie minoritaire. Est-ce que c'est ça qui peut induire en erreur? Est-ce que c'est cet aspect-là qui a pu induire en erreur les partis démocratiques je pense que c'était un mélange de choses. Il y avait déjà le fait que les erreurs d'appréciation sont terribles par rapport au sein de la gauche iranienne. Les erreurs d'appréciation et puis la base de la société était profondément religieux. C'est eux qui ont mené, effectivement, qui ont mené Khomeini au pinacle. Ils l'ont vu, ses portraits dans la lune, et vous voyez le mouvement révolutionnaire. Et puis le fait que le Shah n'avait laissé aucune place à une sorte même mini-démocratie pour qu'il y ait... vous voyez, donc ça a accouché d'une... C'est trop complexe pour le dire mais dans pas mal de mes livres, je l'explique. Ali Khamenei, les larmes de Dieu, etc., etc. Et il y a d'excellents d'autres livres de journalistes, aussi bien que sociologues iraniens. Farida Ashtrodi, on a 1 heure pour passer ensemble, on va y revenir. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Farida Ashtrodi, je vais la qualifier Fariba Ashtrodi, je vais la qualifier d'intellectuelle iranienne, et en tout cas expert de la situation. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous posez des questions. Est-ce que la situation en Iran, est-ce que la tragédie iranienne vous touche? Est-ce que vous avez envie de comprendre un peu plus ce qui se passe, et quels sont les liens historiques avec la France et l'Iran qui permettent que nous nous inquiétions, même au niveau institutionnel, sur ce qui va se passer dans ce pays? À tout de suite, on vous retrouve. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Fariba Ashtrodi, intellectuelle, archéologue, écrivain, essayiste, fille de Mossel Ashtrodi. Je vous en prie. Fariba témoigne aujourd'hui de la souffrance du peuple iranien. Nous décryptons avec elle la réalité de cette situation absolument épouvantable. On est en train de mettre les points sur les i de certains malentendus qu'il y a pu y avoir. Fariba, le pouvoir des ayatollahs s'appuie aujourd'hui essentiellement, bien sûr on parle des pages d'Aran, des gardiens de la révolution, de la gendarmerie. Vous expliquez très précisément que ce sont surtout des civils, quelquefois des repris de justice, que le pouvoir investi d'un pouvoir de police, qui ont libre cours, qui se comportent comme ils veulent, exactement comme la Gestapo avait investi à un moment donné des voyous pour combattre la résistance. Et ce sont ces corps-là, pas forcément les institutions, les forces de l'ordre sur lesquelles il peut y avoir un débat interne et un doute, ce sont eux qui sont les nervis du régime et qui commettent les atrocités que l'on voit à la télévision. Alors, on va quand même commencer par le début. Il ne faut pas oublier que ce pouvoir est répressif. Il l'a toujours été. Donc, il y avait, si au début de la Révolution, ce que je vous ai expliqué, c'est pour dire que si au début de la Révolution, il y avait des forces idéologiques aveugles, qui pour M. Khomeini, et après même pour M. Khamenei, étaient capables de donner leur vie, étaient capables de mourir, étaient capables... Ça, c'est les forces idéologiques qui ont existé, fanatisées depuis le début. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. D'abord, l'évolution de la société civile iranienne, le fait que
il y a eu désenchantement au sein même de ces forces à cause des problèmes justement des problèmes de pénurie de tout. En 47 ans de dictature, on s'imagine qu'il y a des gens qui sont déçus. À cause, en plus, du fait que la corruption est terrifiante. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer pour vous dire ça, c'est que là où j'entends très souvent, soit par ignorance, soit parfois parce qu'ils veulent dire que les gardiens de la Révolution sont les forces idéologiques du régime. Oui, on entend ça sur les plateaux de télévision. Tout le temps. C'est une confusion. C'est une confusion. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas la force idéologique du régime, mais quelle idéologie ? Je suis d'abord pour parler des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution font partie du corps de l'armée, avec l'armée régulière. On les appelle les pages d'Aran. Et les Bassiges qui sont sous contrôle des gardiens de la Révolution. Eux, ils n'interviennent qu'en dernier lieu. Au départ, quand il y a des manifestations, c'est les forces anti-émeutes de la gendarmerie et de la police, comme partout ailleurs. Ces gens-là, ils ont des plaques. Ils ont des chefs, ils ont des sous-chefs, ils ont des exécutants. Donc, à la rigueur, quand ils font des fautes, je ne dis pas qu'on les arrêtera forcément. Ils maintiennent l'ordre, ils tirent, on est d'accord. Mais voilà, exactement. Ce n'est pas la perversité non, exactement. Il y a eu énormément de défections. Il faut savoir que beaucoup ont refusé de tirer, notamment sur le peuple. En 2018, en 2019, et également, surtout, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Oui, on se souvient. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, quand les choses vont mal et que ça dégénère, le pouvoir, sur ordre du pouvoir judiciaire, donne alors au sein des gardiens de la Révolution et des services secrets, du ministère de l'Intérieur et les services secrets des gardiens de la Révolution. L'ancienne Savak du chat, si je puis dire, mais reconvertie à la sauce des ayatollahs. On dit Savama maintenant. Et ces gens-là, ils ne sont pas forcément d'accord d'abord entre eux, et chacun a ses accointances avec tel ayatollah, avec tel politique, avec tel... Il ne faut pas croire, il faut pouvoir expliquer aux gens que les méchants, globalement les méchants, le pouvoir, le régime est répressif. Au sein de cette répression, il faut comprendre qui fait quoi. Alors, qui fait le sale travail ? Alors, justement, le sale travail, quand ça dégénère à ce point-là, c'est-à-dire au départ, déjà, la répression est chez les forces anti-émeutes. Je ne les justifie pas. Mais les forces anti-émeutes, ici aussi, peuvent de temps en temps éborgner, comme on a vu pendant les Gilets jaunes, mais ils ne le font pas exprès. Ce qu'on appelle des bavures. Voilà. C'est des bavures. Enfin, des bavures, parfois, là-bas, c'est beaucoup plus féroce. C'est autre chose. Voilà, c'est beaucoup plus féroce. En France, on considère que c'est une bavure. Absolument beaucoup plus féroce. Il ne faut pas, quand même, comparer raison n'est pas raison. Néanmoins, mais quand ils refusent de tirer dans le tas, là interviennent les civils, ce qu'on appelle les civils, c'est-à-dire, on les appelle en Iran les civils, c'est-à-dire ils n'ont pas d'uniforme, c'est eux qu'on voit qui viennent avec les motards. C'est une milice, mais sans uniforme. C'est une police secrète quelque part du pouvoir. Je ne sais même pas qui ils sont. Parce que Comment ils sont choisis ? Alors, justement, ils sont choisis d'abord parmi la lie de la société, et parfois... La pègre, on peut dire. Absolument. Et parfois, ce qui est terrifiant, et j'ai eu des noms dans le livre Ali Khamenei, les larmes de Dieu, je donne des noms. De temps en temps, M. Khamenei gracie. Sa sainteté, entre c'est guillemets. Le guide suprême qui décide que tel ou tel peut être intégré dans cette... Non, c'est pas comme un massoir parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Mais le pouvoir judiciaire, M. Egei, qui est c'est un des aides les plus abjects qu'on puisse imaginer dans la vie, présente, et d'autres instances, présente des listes à M. Khamenei qui ne regarde pas qui est qui, forcément, et parfois il regarde, je n'en sais rien, je ne suis pas dans... En tout cas, il les gracie. Mais il les gracie. Et il y a eu plusieurs fois où on a su qui on avait gracié et comment ça a été dénoncé. Et une fois qu'ils sont graciés, évidemment, le régime peut les intégrer. Sous Raïssi, Femmes, Vie, Liberté, ça a été un des moments où ils se sont le plus servis de ces nervis du pouvoir qui sont absolument terrifiants. Alors sur le site de l'association, vous dites que on a montré... sont des mercenaires arabes qui sont tout simplement des militants religieux chiites qui viennent d'Irak, de Syrie, qui complètent cet organisme. Ça c'est l'autre force, c'est-à-dire... Et on a eu, je pense que c'était en 2019, ça a été enregistré
où ces forces ces nervis parlaient en arabe entre eux. Parce que les forces de anti-émeute, les forces de la police, il y a eu défection, il y a eu une ça, c'est donc le réseau chiite extra-iranien. C'est les chiites du Proche-Orient qui se rassemblent. Mais c'est pour dire que les forces au sein même des forces anti-émeute, je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais en Iran en 2019, ils refusaient de tabasser parfois. Et effectivement... Donc il y a une conscience dans les forces de l'ordre, à un moment donné il y a une conscience politique. Fariba Achoudi... Ou peut-être la peur de dire que si ça continue comme ça, on vient, j'en sais rien, vous savez, je ne suis pas dans leur tête. Fariba Achoudi, nous avons Serge, un auditeur de Sud Radio, qui nous appelle de Livry-Gargan. Bonjour Serge. Bonjour. Que vous inspire la situation en Iran? Eh bien, je peux vous assurer que c'est un mauvais film et que c'est super effrayant ce que dit cette dame. Son témoignage est super effrayant. Et j'aurais une question à poser. Qu'est-ce que ça a donné de convoquer les ambassadeurs d'Iran en Europe et notamment en France? Et en question supplémentaire, en Europe, on se rallie à la France et à différents pays pour contrer Donald Trump au Groenland. Mais qu'est-ce que fait l'Europe pour les Iraniens? Oui, mais on a compris. Merci Serge pour votre question qui est pertinente. Fariba Achoudi, est-ce que l'Europe diplomatique, est-ce que l'Europe politique prend les moyens nécessaires pour essayer d'aider le peuple iranien à sortir de cette épouvantable tragédie? L'Europe et surtout la France auraient pu jouer un rôle très important. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait. Mais là, écoutez, c'est évidemment dans une situation de terreur comme ça, de couper les relations diplomatiques, d'abord. Ils ne le peuvent pas forcément. La France ne le peut pas. On a 2 otages encore de compatriotes à l'ambassade. D'accord ? En plus, est-ce que ça aide immédiatement ou pas ? Je n'en sais rien. En revanche, ce que l'Europe et la France en particulier pourrait faire, ce que, je veux dire, avec tout le respect que je n'ai pas pour Donald Trump, mais ces menaces en disant je fais ceci, je fais cela, pour l'instant, la République islamique a reculé pour ne pas tuer les gens. Et enfin, il y a, je ne sais pas, 10 000 prisonniers et pour l'instant, il n'y a pas d'exécution comme il y a eu à Gogo en 2000. On va y revenir. Mais ce que peut faire, c'est d'abord de se ressaisir en général, et en particulier peut-être sur l'Iran. Ils ont été absents pendant des années et des années. Ils ont fait l'effort pour effectivement renouer un dialogue avec l'Iran, avec les réformateurs, avec Rouhani, en 2015, quand il y a eu les accords nucléaires. Ils ont fait un effort. Et après, quand effectivement les États-Unis se sont retirés de cet accord, ils n'ont pas eu la force de dire « nous ». On va peut-être rester pour aider. On y revient dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio. Appelez-nous si vous estimez que l'Europe et la France n'ont pas joué un rôle suffisant dans la solution de la tragédie iranienne. Est-ce qu'on est solidaire de ce peuple de façon pertinente? Et si vous avez des questions à poser à Fariba Achoudi, elle y répondra parce que le sujet non seulement est douloureux, est épineux et nécessite des éclaircissements que nous n'avons pas forcément aujourd'hui dans le débat public. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Fariba Achoudi. Nous parlons de la tragédie iranienne. Fariba est iranienne, intellectuelle, fille de Moshel Achoudi. Son témoignage est émouvant parce que Fariba Achoudi, vous vivez cette situation comme si vous y étiez. D'ailleurs, vous allez probablement essayer de repartir en Iran. Vous avez des témoignages assez concrets. Vous nous expliquiez là à l'instant que le régime se maintient avec des moyens épouvantables dont il a encore le contrôle. Bien sûr. Malgré que certaines forces de sécurité commencent à douter de la légitimité de ce régime. Écoutez, même au sein du pouvoir, il y a beaucoup de gens qui doutent. Mais cette terreur, il ne faut pas croire que c'est face simplement à la population. Il y a une terreur interne aussi. Je veux dire, si vous permettez, je termine sur ce que l'auditeur a demandé. C'est que quand je dis la France et l'Europe peuvent jouer un rôle, un très grand diplomate ami qui me disait même aujourd'hui la France devrait, ce que j'ai dit. Maintenant, c'est pas à moi de savoir ce que la France pourrait faire. S'ils ont
la volonté d'intervenir directement. D'intervenir, non, mais effectivement de peser. Oui, quand je dis directement, c'est pas d'avoir les avions. Poids. Mais... Je veux dire, on critique M. de Villepin quand il dit que les Iraniens n'ont peut-être pas besoin de l'extérieur pour se libérer, simplement aidons ce peuple. Il a sûrement des idées. On n'a qu'à aller lui demander qu'est-ce qu'il propose. Donc, là-dessus, je termine et revenir à ce que vous dites. Et oui, c'est que la terreur, c'est même au sein du pouvoir. Vous savez, je suis très critique aujourd'hui. J'avais écrit une lettre ouverte je voulais écrire une lettre ouverte. J'ai donné une lettre à M. Pezeshkian en disant « Vous aviez dit, et je comptais le lui dire la dernière fois que j'étais en Iran, je comptais le lui dire face à face, en lui disant, dans votre promesse de campagne, vous aviez dit... » On parle du président, du président Pezeshkian, absolument. Que si vous étiez un serviteur du peuple et que vous vouliez servir le peuple, et gageure, je pense qu'il avait vraiment cette intention. Mais que si vous n'y arrivez pas, vous alliez démissionner. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Et très sincèrement, hier, je me suis dit, il doit avoir peur. Oui. S'ils démissionnent, ils sont capables de les zigouiller. Mais, absolument. Considérons que c'est une trahison du régime. De le voir à côté de EGI et évidemment, là, c'est la fin pour moi, à mon sens, je peux avoir tort, c'est la fin de sa crédibilité après ce massacre. Fariba Achoudi, ça a été le cas de beaucoup de présidents iraniens qui étaient otages, j'allais dire des ayatollahs, qui venaient avec des dispositions pendant la campagne électorale, et on a vu qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Farida Achoudi, si le président des États-Unis passe à l'acte, donc là aujourd'hui on se dit, le gouvernement iranien semble dire nous ne procéderons pas à des exécutions de manifestants, on se dit bon, donc la menace de Trump leur fait peur, ils vont faire attention à ne pas franchir le seuil limite. Est-ce que pour autant une intervention américaine telle qu'on a pu le voir il y a quelques semaines par rapport au conflit israélien quand on a bombardé Téhéran, est-ce qu'une intervention militaire sur le terrain des États-Unis pourrait avoir des conséquences positives ou tragiques sur la situation en Iran? Écoutez, terrible, je pense terrible. Il y a quelques mois, écoutez, même si la situation a vraiment radicalement changé. Moi, quand j'étais sous le déluge des bombes pendant la guerre de 12 jours, je l'écris dans ce livre, j'ai vu effectivement pas une cohésion, j'ai vu une cohésion sociale pas derrière le régime. Le régime a essayé encore une fois de dire nous, mais pour l'Iran, ce qu'on voit aujourd'hui dans les manifestations organisées par le pouvoir, il y a certainement encore des gens, des Iraniens très sincères. Quelle part de la population on pourrait estimer? Un quart est encore légitime par rapport loyaux? Écoutez, ils ont eu, Raïssi a eu 16 millions de votes, disons là-dessus. Mais c'est pour vous dire que... Sur un corps électoral de 30 millions, je crois, comme ça, ou... 80 millions, non, enfin 80 millions, pas tous, disons au moins 60 millions. Oui, mais je veux dire, donc il y a peut-être 30 millions sur 80 millions de chiites, d'Iraniens je pense même pas 30 millions, mais peu importe. Mais si vous voulez, j'ai perdu le fil. Mais aujourd'hui, s'il y a d'abord, il y a 2 jours sur un plateau, quelqu'un jurait. Vous demandez si l'intervention des États-Unis aurait un effet positif malgré tout pour déstabiliser le régime ou pas. D'abord, ce n'est pas si simple. Secondo, je pense que c'est extrêmement dangereux. Le fait que les États-Unis, M. Trump, avec ce qu'on connaît de lui, à ce côté un peu spontané, un peu dingue, j'allais dire, de dire des choses et son contraire, le fait qu'il fait peur aux Iraniens, c'est une bonne chose, absolument une bonne chose. C'est acquis qui leur fait peur. Bon. Néanmoins, il y a eu quand même énormément de dégâts. Il ne faut pas oublier que le fait de dire on va venir, il y a des gens qui comptaient là-dessus. Mais là, il ferait quoi? Il ciblerait quoi s'il intervenait? S'il cible, parce que c'est pas terminé encore, s'il cible, ça va être des cibles soit de personnes, militaires, soit d'endroits, soit effectivement mais là également... On peut localiser le guide de la Révolution où il a dû se planquer de façon... Non, c'est pas une question de planquer. C'est que ça risque de dégénérer un peu partout. Parce que si le guide n'a pas beaucoup de soutien en Iran, il en a même très peu, pratiquement rien, il a encore des
je ne sais pas si vous avez vu, même en Inde, il y a eu des manifestations pro-Khamenei pour l'Iran ou je ne sais quoi, avec des images de Khamenei. Déjà ça. Secondo, on ne sait pas comment les gardiens, ceux qui sont vraiment, alors cette partie des gardiens de la révolution idéologique, comment ils vont réagir, et surtout qui va mener ce bateau qui tangue. Vous voyez ce que je veux dire déjà. Donc, je n'en sais rien ce qui pourrait être bénéfique. Je sais en même temps que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut absolument pas continuer comme ça, parce que même ils disent qu'ils ont calmé la répression, d'abord à quel prix ? Il y a eu disons des on est sur quel sur le chiffre, feu. là ? On est sur peut-être 1, 2, 3 000, peut-être. Écoutez, 3 000 c'est sûr, mais c'est sous-estimé. 3 000 c'est déjà 3 500, c'est déjà les ONG très sérieuses qui le disent, mais c'est certainement sous-estimé. Alors d'autres parlent de 12 000, c'est peut-être là aussi. Mais donc, pour terminer, juste un mot, c'est de dire que effectivement la situation est extrêmement délicate. Il faut tout faire avant tout pour que qu'on cesse ce bain de sang. Qui disent ça a cessé, on n'en sait rien. 2, qu'il n'y ait pas d'exécution capitale encore. Alors peut-être que là, les menaces du président Trump ont peut-être eu un effet qui va dans ce sens. Certainement. Fariba, nous avons Khaled qui nous appelle, auditeur de Sud Radio, qui nous appelle de Paris. Bonjour Khaled. Bonjour à Perico Légas et bonjour à Fariba. Khaled, vous vous sentez éprouvé par ce qui se passe en Iran ? Oui, je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai eu l'occasion de visiter 7 fois l'Iran. C'est un amour que j'ai envers ce pays-là. Oui. J'ai visité beaucoup de villes et j'ai été vraiment toujours émerveillé par ce pays. Et en fait, je suis dans l'aérien, ça fait 30 ans que j'ai fait une carrière dans l'aérien. Et je trouve déplorable, malheureusement, avec ce qui se passe. Et merci d'abord Fariba d'insister sur le fait qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe. Hein, j'ai des amis iraniens qui me disent exactement la même chose. Et en fait, ce que je déplore, c'est que quand la compagnie Iranair avait commandé une multitude de Boeing et de Airbus afin de se développer, c'était il y a quelques années de ça, et tout a été annulé. Tout a été annulé, pas par le gouvernement iranien, mais par l'Occident. Et en fait, ça, c'est une manne d'argent qui manque pour le pays, bien qu'ils arrivent très bien à se débrouiller. Lorsque j'étais là-bas, je voyais qu'il y avait des Coréens, des Japonais, il y avait des Russes, mais ils arrivaient très bien à se débrouiller malgré toutes les sanctions. Khaled, c'est une sanction économique, vous avez raison, Khaled, de dire. C'est une sanction, c'est une forme d'embargo qui a été imposée à l'Iran et qui a fait du mal à l'économie iranienne et au peuple iranien. Terriblement. Alors, Khaled, mon pays est une merveille et mon peuple, et cette résilience, et on en parlera plus tard, les historiens en parleront en détail ce qui s'est passé. Mais il y a 2 choses, Khaled. Il ne faut pas oublier également la corruption jusqu'à l'os de ce gouvernement. De ce régime. Vous ne savez, de ce régime, pardonnez-moi, absolument. Vous ne savez pas, Khaled, qu'à chaque fois quand il y a effectivement, qu'il y a eu des ouvertures, il y a une petite partie qui est allée à la population, le reste, vous n'avez pas idée des milliards qui sont partis en fumée. On croyait que les chiites étaient des gens vertueux, que les religieux, les ayatollahs, on les voit dans leur intégrité, dans leur austérité. On se dit, mais ça doit être des parangons de vertu, ces gens-là. Vous faites des idées. Là-dessus, on ne va pas revenir sur le chiisme. Puis vous voulez j'ironise, bien entendu, mais on pourrait penser qu'effectivement, il y a une rigueur religieuse. Non, mais en général, malheureusement, le clergé, en général, est rarement vertueux. Pardonnez-moi. Où qu'il soit. Donc, pour revenir, Khaled, c'est ça. Vous voyez, les Iraniens sont tenus entre deux étaux. La corruption intérieure, l'incurie, et vous n'avez pas idée du népotisme de ce pouvoir. Quand il y a eu ouverture, même un tout petit peu d'ouverture à l'époque de Rouhani, je vivais là-bas. Vous n'avez pas idée à qui on donnait les postes clés dans telle ou telle administration ou telle. Donc, il n'y a que le secteur privé qui aurait pu sauver ce pays. Vous voulez dire, Fariba, que le marché des avions aurait servi les intérêts de particuliers et pas forcément la société iranienne? Il y a 2 choses. Je dis qu'effectivement, il y a les sanctions de l'étranger, ceux qui veulent absolument, à tout prix, étouffer l'Iran. Oui. Et il y a le fait que, déjà, à l'intérieur du pays également, quand il y a eu des peu de mini-ouvertures,
des milliards de dollars sont partis en fumée, on ne sait pas où. Et que l'argent ne va pas forcément à la population, aux infrastructures. La preuve, c'était vrai sous le Shah également, vous êtes d'accord? Non, pas tout à fait. Pas à ce point-là? Non, pas tout à fait. Il s'est enrichi quand même de façon gigantesque. D'accord, non, pas tout à fait. Il y a sous le Shah, il y a quand même eu, je veux dire, on manquait pas d'air, on manquait pas d'eau, on manquait pas de... C'est clair. Voilà. Mais la famille royale et ils avaient assez volé pour pouvoir après s'occuper du... On va dire ça comme ça, je suis d'accord. Ils volent et ils ne s'arrêtent pas. Je veux dire, justement, je me souviens. Donc, on ne peut pas mettre tout c'est les deux. C'est les deux combinés qui fait que... Et n'oublions pas que effectivement, partout dans le monde, les sanctions ne servent le pouvoir, parce qu'après il y a une partie du pouvoir qui adore les sanctions, parce que après qu'est-ce qui se passe? C'est un prétexte. Non, c'est pas un prétexte. Pour eux, c'est un prétexte. Pas simplement un prétexte, parce que après il y a les spéculateurs, il y a le détournement d'argent, donc au sein des gardiens de la Révolution qui tiennent 60% de l'économie du pays, les sanctions, c'est une merveille, parce qu'ils détournent après. Ça leur donne l'occasion de détourner. Donc on ne peut pas, et c'est extrêmement difficile de dire que tout vient. Non, ces gens ont montré à quel point ils étaient incapables. Vous savez... Fariba, on continue. On continue à en discuter. Vous nous appelez au 0826 300 300. La tragédie iranienne vous touche. Vous avez des éclaircissements. Vous avez des questions à poser à Fariba Ashtroudi. Elle y répondra. Vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. On attend vos appels. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Fariba Ashtroudi, membre de l'association représentante de l'opération Mohsen Ashtroudi, très importante, et auteur de La guerre de 12 jours aux éditions Chèvrefeuille, qui paraîtra au mois de mars. Vous reviendrez, Fariba Ashtroudi, pour nous parler du contenu de cet ouvrage. Si je ne suis pas en Iran. Si vous n'êtes pas en Iran. Mais on pourra le faire par téléphone s'il faut éventuellement. Nous attendons éventuellement l'intervention des États-Unis. Le président Trump a dit, j'ai eu des garanties comme quoi il n'y aurait pas de manifestants qui soient abattus. Quand le président des États-Unis, quand l'Amérique intervient en Iran comme elle l'a fait, elle vient vraiment au secours du peuple iranien, de ce que devrait être la démocratie iranienne, de la tragédie du peuple iranien, ou elle vient parce que M. Netanyahou a besoin d'attaquer son pire ennemi qui est l'Iran? Est-ce que, ici on est dans le parlons vrai, je n'ai pas d'a priori, je veux juste savoir la vérité. Absolument. Et quand on voit le fils du Shah, Reza Shah, qui brandit, et qui est là, un peu soutenu par Israël, est-ce que c'est une immixtion, j'allais dire, du problème israélien qui se sert de l'inimitié, de l'hostilité de l'Iran pour régler ses comptes personnels, et M. Trump serait dans ce sens, il serait complice de cette duplicité. Il a montré qu'il n'écoutait pas toujours Netanyahou jusqu'au bout. D'abord, je tiens à dire que je ne parle pas d'Israël, je parle du gouvernement Netanyahou. Israël n'est pas Netanyahou. Et même sur les 7 octobre, on parle bien du gouvernement Netanyahou et pas de l'État d'Israël. Là, effectivement, je veux dire, aussi bien pendant la guerre de 12 jours, c'était le désir de M. Netanyahou, qu'aujourd'hui, c'est le désir de M. Netanyahou, alors que, effectivement, comme je vous ai dit, Trump ne l'écoute pas. J'ajouterais qu'effectivement, les appels totalement irresponsables de M. Reza Pahlavi, envers lequel je n'ai aucune animosité personnelle. Il a une légitimité politique ou historique ou rien du tout? Il a la légitimité d'être le fils de son père. Fils de son père. Mais je veux vous dire qu'entre les royalistes extramuros et les royalistes intramuros, ils ne sont pas du tout d'accord. Depuis, les royalistes intramuros, même s'ils sont très nostalgiques de l'époque de son père, depuis qu'il a été en Israël et depuis les bombardements, ils se sont désolidarisés de M. Pahlavi. Donc, pour revenir à cette responsabilité de M. Pahlavi en appelant, ce qui ne justifie en rien la répression du régime. Je veux dire, le régime aurait pu réprimer de la même manière, même s'il n'avait pas appelé, même s'il n'avait pas appelé, mais quelqu'un qui se dit homme de la transition ne peut pas se permettre de dire aux gens main nue, allez dans la rue et prenez les centres-villes. D'abord, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? C'est facile de sa place. Non, mais ça veut dire quoi de prendre les centres-villes? Enfin, ils y sont dans les centres-villes. Alors, et ces gens-là étaient au pouvoir. Le nombre de personnes, je parle peu de ceux qui m'appellent de l'Iran pour ne pas les mettre en danger. Mais je vais vous dire deux choses. D'abord, j'entends beaucoup de journalistes qui disent
on a entendu, on nous appelle en disant que l'Amérique attaque. Moi, on m'appelle en disant espérons que l'Amérique n'attaquera pas. Ni les uns ni les autres, c'est pas la vie de 10 personnes ou 20 personnes qui comptent. C'est de savoir effectivement où va-t-on. Mais le nombre de gens qui m'ont là récemment au téléphone, quand je leur ai posé directement la question en disant est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'infiltrés comme à l'époque de la guerre de 12 jours, j'étais présente là, j'ai vu moi-même dans un bled perdu, ils avaient arrêté deux pauvres pelés d'ailleurs, je sais pas, ils ont été exécutés sûrement, parce qu'à l'époque ils exécutaient sur le champ. Vous parlez d'agents du Mossad ou non, pour être très concret? C'était 2 Afghans à qui on donne de l'argent, à qui ils ont donné de l'argent, certainement, soit le Mossad, de toute façon de l'extérieur, ils l'ont dit. On les avait arrêtés avec des bombes artisanales pour faire, je sais pas, faire péter quoi. J'en sais rien. Ça permet aux ayatollahs de dire qu'il y a une intervention étrangère qui s'immisce dans les affaires intérieures de l'Iran. Bien sûr, les agents de Mossad de toute façon ne vont pas là-bas. Hein. Ils achètent et pour faire grabuge et pour que ça donne à la rigueur soit une guerre civile, soit... Encore une fois, je le dis, je ne justifie pas en disant que c'est à cause de ça que les ayatollahs tirent sur la population. Ils l'ont fait avant ça. Mais néanmoins, je parle surtout de la responsabilité d'un Iranien qui n'arrête pas de dire que son père a quitté l'Iran pour ne pas être responsable d'un bain de sang. Oui, bien sûr. Mohammad Reza Pahlavi, c'est pas que pour ça qu'il a quitté l'Iran. Mais quelqu'un alors justement, vous savez, à l'intérieur, les Iraniens de l'intérieur me disaient, il trahit même son père. Donc, comment peut-on demander, un homme de transition peut demander aux Iraniens main nue, aller dans les rues, et Trump va arriver. C'est cynique, c'est horrible, c'est terrible. Fariba Ashtroudi, on va parler de la situation aujourd'hui tragique à l'intérieur de l'Iran. Il y a bien entendu des pénuries, il y a des situations, j'allais dire, sociales, humanitaires, absolument épouvantables. Est-ce qu'il est urgent aujourd'hui, non seulement on fasse tomber ce régime, bien sûr, c'est une autre échelle, est-ce qu'on peut aider à un moment donné ce peuple? Il y a des gens qui sont en train d'avoir fain, il y a des coupures de tout, les besoins vitaux, il y a une tragédie humanitaire qui est en train de se préparer, si je comprends bien. Depuis 35 ans, presque 40 ans, l'association, avec des moyens de bord, essaye de faire l'association Mohsen Ashtroudi, www.mo-normalha.com. Je vous en prie, allez voir notre site pour voir qu'avec des moyens de bord, on n'est que 10 volontaires et on a des membres en Iran qui prennent des risques énormes pour nous. Pour aller au secours du peuple iranien. Pour être des relais, bien sûr. Pour être... pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, les Français et les Françaises, parce qu'on n'a aucune subvention, on ne veut aucune subvention, parce que moi je rentre en Iran, je sors pour qu'on n'ose pas me dire que je suis à la solde de l'étranger. On n'a que de l'aide des populations. On a acheminé 20 000 € en Iran pour venir en aide aux étudiants et étudiantes iraniens. Là, le dernier mot qu'on m'a dit au téléphone, on a besoin d'argent. Maintenant, c'est un autre problème, comment l'acheminer, parce qu'on est coupé. Mais oui, ils ont besoin de tout. Ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas d'avocats, ils sont coupés de tout. Si vous pouvez nous aider... Le message est entendu, Fariba Ashtroudi. Je vous réinviterai parce qu'évidemment ce dossier n'est pas clos et bien sûr nous sommes solidaires de la tragédie que vit le peuple iranien et nous espérons une solution rapide. Merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre prochain livre, La guerre de 12 jours aux éditions Chèvrefeuille. Quant à nous, Chèvrefeuille étoilé. Nous nous retrouvons lundi et demain c'est André Berkoff, le grand André Berkoff qui prend la suite de la France dans tous ses états. Bon week-end, merci Fariba une fois de plus et nous restons en contact pour poursuivre cette actualité. Merci à vous pour les jeunes, qui nous prend au trip pour et la qui nous prend jeunesse iranienne.